président, oui, d'accord. Ouais, et membre du gouvernement. Exactement. Et membre du gouvernement en charge des relations avec le Parlement et Oui, d'accord, ça fait beaucoup. porte-parole. Ça fait une petite confusion En des... même temps, on s'en fout. Oui. Ah bah, les gens sont pas complètement, c'est ce que je veux dire. Parce que quoi Ne piquez pas mon idée. L'opinion, Jean-Baptiste. Consensus absolu autour de la table. Eh bien non, je ne m'en fous pas. On s'entend pas de JR. Non, mais la vie des Et partis, ça Sophie n'intéresse pas, sinon ça se saurait. Qu'est-ce qu'on fait? Disons le don de ce truc à Castaner. Bonjour et bienvenue dans Point de vue, le magazine de débat quotidien du Figaro Live. Rassurez-vous, je n'ai pas fait un putsch à la zimbabwéenne pour me débarrasser de Guillaume Roquette qui reviendra dès mercredi aux manettes de l'émission. Mais d'ici là, je vous propose tout de suite de voir le sommaire des 4 thèmes que nous allons aborder avec mes 4 invités aujourd'hui. D'abord, le remaniement ministériel imminent visant à trouver un digne successeur à Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement et peut-être au secrétariat d'État aux relations avec le Parlement. Macron va-t-il en profiter pour modifier son gouvernement? Nous en parlerons avec mes 4 invités à qui je demanderai qui remanier et que remanier selon eux. Nous traverserons ensuite avec agilité le Rhin pour nous rendre en Allemagne où Angela Merkel se trouve en grande difficulté après l'échec des négociations cette nuit pour former une coalition avec les libéraux et les écologistes. D'où cette interrogation. Après tout, faut-il sauver le soldat ou plutôt la générale Merkel? Retour en France ensuite avec cette invitation un peu taquine de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez à qui elle propose une alliance politique. Le vraisemblable futur président des Républicains doit-il répondre à la présidente du Front National? Mes invités vous diront ce qu'ils en pensent. Et enfin, nous aborderons un sujet qui a beaucoup fait tousser ce week-end,
justement. Faut-il interdire la cigarette au cinéma, comme le suggère une sénatrice socialiste et la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn? En attendant la réaction de la ministre de la Culture, qui est quand même un peu concernée par le sujet, je demanderai là aussi leur opinion à mes invités. Mes invités, qui sont-ils? Eh bien d'abord Frédéric Dabi, le précieux politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Qui sonde les opinions, les reins et les cœurs de nos concitoyens. Très récemment, d'ailleurs, vous avez publié un sondage très intéressant sur la Manif pour tous, 5 ans après sa création, la Manif pour tous et les Français. L'indispensable Daniel Bilalian est aussi parmi nous, ancien directeur des sports de France Télévisions, à une époque où l'équipe de France de rugby glanait quelques victoires. Bien le mot indispensable. Ce n'est plus beaucoup le cas. Ancien présentateur du journal 20h et auteur de ce formidable document qui s'appelait Les Évadés aux éditions des Presses de la Cité sur les exploits de prisonniers français de la Seconde Guerre mondiale. La rigoureuse Bertie Bayard, rédactrice en chef au service économie et entreprise du Figaro, les fameuses pages saumon, est également avec nous, tout comme l'intenable Alexandre Devecchio, animateur du Figaro Vox, journaliste aux pages débat opinion et auteur des Nouveaux enfants du siècle aux éditions du Cerf. Vous êtes aussi le cofondateur du comité Orwell. Alors, mesdames, messieurs, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'actualité très chaude du jour, le remaniement gouvernemental imminent. Alors, nous avons suivi ce week-end le congrès de La République En Marche, qui a vu Christophe Castaner être propulsé à la tête du mouvement, du parti, on ne sait plus très bien comment il faut l'appeler, avec quand même cette question, peut-il dans ces conditions rester à la fois au gouvernement, comme porte-parole, ça n'est sans doute pas possible, peut-être comme secrétaire d'État au Parlement, et en même temps délégué général, puisqu'on n'a pas le droit de dire président, de La République En Marche. Je vais vous demander votre avis, mais avant, on a celui de Benjamin Griveaux, qui a donné son avis, qui est aussi secrétaire d'État au gouvernement. Le délégué général dans une direction collégiale du mouvement qui a été créé par Emmanuel Macron, je me permets de mettre les bons mots sur les fonctions qu'occupe Christophe Castaner. À mon avis, ça n'est pas incompatible. Ça n'est pas incompatible de pouvoir mener de front le travail avec le Parlement. C'est un travail, au fond, d'ingénierie gouvernementale important et d'ingénierie parlementaire, et d'être le responsable du mouvement. Alors Frédéric Dabi, ça fait un petit peu sourire quand on sait que Benjamin Griveaux est plutôt favori pour remplacer Christophe Castaner comme porte-parole. Rappelons qu'il avait été porte-parole du mouvement En Marche pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Clairement, on est sur un sujet qui n'intéresse pas vraiment les Français. On en parlait avant l'antenne, on va quand même en parler. On va en parler dans le sens où il y a une sorte d'axiome ou d'équation qui fait que les Français s'intéressent au sujet qui les concerne. Donc la vie des organisations partisanes les concerne peu et les intéresse peu. On a dans notre baromètre IFA fiducial pour Match une question extrêmement intéressante, une question peut-être à voir tous les mois, qui concerne les conversations des Français. De quoi parlent les Français ? Et systématiquement, les événements liés à la vie des partis arrivent en bas de tableau. Le mois dernier, justement, la probable élection de Christophe Castaner ne recueillait que 16 ou 17% de « j'en ai parlé ». Même autour pour un parti pas comme les autres, justement, ou qui prétend l'être. C'est un parti qui n'est pas comme les autres, c'est un parti qui est pour les Français une page blanche et qui est une surface de projection, mais c'est surtout, et là on n'est pas seulement dans le nouveau monde, comme les partis de l'ancien monde, c'est un parti majoritaire et on sait très très bien que les Français, à l'époque de l'UMP pour Nicolas Sarkozy, à l'époque du PS pour François Hollande, projettent l'image qu'ils ont du gouvernement sur le parti majoritaire. C'est peut-être l'enjeu pour En Marche et pour Christophe Castaner, c'est créer peut-être des marges de différenciation et créer des éléments d'image qui pour l'instant n'existent pas. Et puis, pourquoi je pense que les Français s'y intéressent peu ? Parce que, je vais dire un peu trivialement, il n'y a pas de problème. Il y a 5 ans, à la même époque, on parlait de couac à tous les étages, sur tous les échelons ministériels. Là, on avait fait une enquête la semaine dernière dans le journal du dimanche où on voyait très bien, on avait testé la satisfaction sur tous les ministres. Il y a très peu de différence entre les ministres les plus populaires et ceux qui sont les moins populaires. Ce gouvernement apparaît un peu comme un PAC, un peu comme un SOC, parce que c'est un gouvernement d'experts, parce que beaucoup de ministres sont très très peu connus. Donc je dirais qu'à 6 mois après l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron, la question d'un remaniement, autant il pouvait s'imposer avec une certaine acuité dans les quinquennats précédents, autant c'est une question qui apparaît relativement secondaire. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Bilalian, sachant que quand même Emmanuel Macron n'est pas très haut dans les sondages et peut-être qu'un remaniement ministériel lui permettrait de regrimper un petit peu dans l'opinion des Français? Moi, je pense effectivement, comme la majorité de ces ministres ne sont pas connus, je pense que le sujet ne se pose pas. Ils n'ont pas encore fait leur preuve
preuves, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait des gens qui viennent de s'installer dans leur bureau, qui sont pour un certain nombre des néophytes. Donc, il n'y a pas eu de couac en termes de construction de la politique. Je ne vois vraiment pas en quoi. Et par ailleurs, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait gênant. Ce serait une première, effectivement, qu'il reste ministre et en même temps en relation avec le Parlement. Il y a eu dans le passé des ministres comme Le Foll qui était porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture. C'est un peu autre chose, mais c'est un peu oui, mais aussi... qu'il n'y avait pas des fonctions J'entends bien, directoriales en mais même temps dans un parti. c'est un peu aussi un mélange des genres. Franchement, en plus, je pense qu'autour de cette table, on est un peu d'accord. Je veux dire, on s'en fout. Mais non, pas du tout. Bertie, vous en moquez pas de toutes ces histoires, rassurez-nous. Je comprends que ça n'intéresse pas énormément les Français. Cela dit, c'est pas inintéressant pour plusieurs raisons, à mon avis. La première, alors, la presse, effectivement, vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de couac dans ce gouvernement, et sur cette histoire-là, la presse guette un petit peu le couac. C'est vrai que ça fait partie un petit peu de notre rôle. La deuxième chose, je pense qu'effectivement, il y a un sujet institutionnel qui n'est pas un sujet inscrit dans la loi, mais effectivement, la capacité d'un homme politique à être à la fois chef de parti, porte-parole du gouvernement et en charge des relations avec le Parlement, ça le met quand même dans des positions systématiquement ambiguës. Qui sont effectivement assez particulières. Il y aurait une logique à clarifier les choses. Et en même temps, quitte à l'inscrire même peut-être pas dans la Constitution, mais c'est pas une question de loi, non, mais c'est ce gouvernement et ce président qui met beaucoup de détermination à afficher son respect de l'esprit et de la lettre des institutions. Là, pour le coup, il se met dans une situation avec un chef de parti également en charge des relations avec le Parlement, où il est censé avoir une parole équitable quelque part vis-à-vis de tous les partis politiques et de tous les représentants du Parlement. Là, il se met dans une situation un petit peu difficile. Voilà, donc je pense que là, il y a un cas qui est à régler avec un Castaner dont, effectivement, il n'a pas envie de se priver non plus forcément au gouvernement, parce qu'il fait partie de ces rares membres du gouvernement qui sort un petit peu du lot dans la parole publique, dans la capacité d'expression publique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Christophe Castaner est un élément. Et en plus, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas au sein du groupe En Marche une personnalité qui était capable de prendre cette affaire en main? C'est quand même un petit peu dramatique, non? Est-ce que ça ne signifie pas surtout peut-être que c'est Emmanuel Macron qui mène tout ça, Alexandre Devecchio, au sein de En Marche? Effectivement, je crois que Castaner ne serait au fond qu'une marionnette. Et un peu la marionnette idéale, l'homme de main le plus discipliné pour Macron. Et s'il a envie aussi que Castaner reste au Parlement, c'est aussi pour tenir tout simplement sa majorité. Donc voilà ce que ça révèle. Ce qui est paradoxal, effectivement, c'est qu'on nous vendait le nouveau monde, et comme le dit François-Xavier Bellamy dans Figaro Vox, on est dans le nouveau monde politicien. Là, bien plus. Après, moi, ça me choque pas. Je croyais pas du tout à la démocratie participative et à l'horizontalité qui nous était vendue. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on est finalement dans un fonctionnement très 5e République, presque gaulliste, où le parti est une machine de guerre au service d'un homme. Emmanuel Macron, ce qui me plaît moins, c'est plutôt le cérémonial que j'ai vu pour l'investiture de Castaner. On avait l'impression que c'était le nouvel Apple Castaner et qu'on était chez Steve Jobs. On faisait des selfies, on agitait des pancartes vertes. Et donc là, on se dit qu'on est quand même dans un parti qui ne va pas beaucoup réfléchir et qui sera dans un côté postmoderne comme ça, qui n'a plus rien à voir avec la politique avec un grand P. Mais pour revenir sur le remaniement ministériel, vous aussi, vous pensez qu'il n'y a rien à changer, personne n'a changé dans ce gouvernement, qu'il est absolument parfait? Je pense que Macron, surtout, encore une fois, a voulu faire le vide de tout poids lourd politique. Le seul poids lourd qu'il y avait, c'était Bayrou. Il s'est débrouillé pour l'exfiltrer. Donc je crois que pour l'instant, c'est efficace comme ça. Macron est un grand traumatisé du hollandisme, où effectivement, il y avait des poids lourds de chaque côté. On essayait de faire des synthèses, des équilibres entre les différents barons du PS. Là, il n'y a pas de baron, il n'y a pas de poids lourd. Et finalement, ça permet pour l'instant à Emmanuel Macron d'être tranquille le jour où il sera beaucoup plus affaibli dans les sondages. Par contre, il sera en première ligne et là, il sera peut-être temps de mettre des poids lourds au gouvernement. Justement, vous qui êtes un spécialiste, est-ce qu'il y a la possibilité que Macron aille chercher encore une fois chez les Républicains ou chez les centristes une personnalité surprise auquel on ne s'attend pas du tout? Alors Juppé, peut-être, qui fait des offres Il est complètement libre de le faire. Il peut en fait transformer ce remaniement technique en remaniement plus large. Ça paraît peu vraisemblable, mais c'est une manière d'accélérer encore la décomposition à droite, mais elle est déjà bien là.
Oui, il faudrait, si d'aventure il fallait aller chercher quelqu'un, un poids lourd, effectivement, il faudrait plutôt aller chercher à gauche aujourd'hui, et on ne voit pas de personnalité à gauche aujourd'hui qui émerge pour revenir au gouvernement. Aller chercher maintenant à nouveau quelqu'un de droite, et de la droite jupéiste, quel qu'il soit, ça renforcerait le déséquilibre apparent qu'on observe aujourd'hui dans ce gouvernement. D'autant qu'à droite, ils sont en train, justement, ils viennent d'annoncer qu'ils créent un nouveau parti qui s'appelle Agir, justement les constructifs de droite, dont Édouard Philippe serait l'un des dirigeants, voire le dirigeant. Donc, mais à propos de poids lourd, je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Bruno Le Maire ce week-end, qu'on peut considérer, enfin en tout cas lui se considère comme un poids lourd du gouvernement. Non seulement je me suis engagé derrière Emmanuel Macron en 2017, mais je souhaite sa réélection en 2022 et je m'engagerai derrière lui si jamais il prend cette décision de se représenter. Tout ça ne n'appartient qu'à lui, mais je serai derrière lui parce que je pense que c'est dans le temps long que nous réussirons notre ambition collective. Frédéric Dabi, est-ce que ça, ce n'est pas le propos de quelqu'un qui pense qu'il peut être éjecté du gouvernement et qui fait allégeance pour être bien sûr d'y rester ? Dans un autre extrait de l'émission, juste avant, Bruno Le Maire a fait part de son assurance de rester. Ce qui est extrêmement intéressant dans son propos, c'est la notion de temps long. Et il se passe quelque chose qui est en rupture avec les quinquennats précédents et qui est un vrai atout pour Emmanuel Macron, c'est que les Français qui ont été si impatients pour Nicolas Sarkozy, qui ont laissé très peu à François Hollande en difficulté dès septembre 2012, accordent du temps long à Emmanuel Macron. Parce qu'on a le sentiment qu'il agit, on a le sentiment qu'il tient parole. Les Français, dans nos enquêtes, et je fais référence à celle du baromètre historique du JDD publié hier, peu de Français disent que ça va mieux. Très peu disent les choses vont mieux sur la question du chômage, et c'est dit vraiment explicitement, vu la déception des deux quinquennats précédents, vu l'idée que maintenant, il n'y a peut-être plus que lui ou le chaos, si je puis dire, on lui laisse, on l'inscrit dans le temps long et on le fait sortir de la dictature de l'urgence qui a été si compliquée pour Nicolas Sarkozy, fracassé 10 mois après son élection par les élections municipales de 2008 qui avaient été très, très, très mauvaises, ou pour François Hollande, ça c'est une vraie nouveauté et une opportunité pour lui, parce qu'il est maintenant sur un faux plat jusqu'aux élections européennes de mai 2019. Maintenant, c'est extrêmement cocasse de voir des questions sur la présidentielle de 2022, alors que 9/10 du quinquennat n'ont pas encore eu lieu. C'est quand même extrêmement drôle ce type de question. Mais quand même, Bertie Bayard, est-ce qu'il faut garder Bruno Le Maire dans ce gouvernement ? Est-ce qu'à votre avis, la question s'est posée ou la question se pose ? Pour qu'il réponde ça, c'est quand même incroyable, justement. Il y a eu un épisode où on a compris que Bruno Le Maire était peut-être fragilisé autour de cette histoire de taxe à 3% sur les dividendes et du rapport qu'il avait demandé, dont certains redoutaient qu'il puisse mettre en cause notamment Emmanuel Macron. Le rôle d'Emmanuel Macron quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. On va dire que cet épisode est derrière. Et moi, dans cette réponse de Bruno Le Maire, c'est un moyen assez habile. Et lui, pour le coup, il a le métier pour savoir esquiver les questions auxquelles il ne veut pas répondre. Et donc là, il arrive à ne pas répondre à la question qui est « Est-ce que vous avez encore l'ambition d'être un jour candidat à l'élection présidentielle ?» en se projetant directement sur 2022, en disant 2022, de toute façon, c'est l'heure d'Emmanuel Macron. Et donc, il ne répond pas à la question initiale. Alors, répondez à ma question. Est-ce que Bruno Le Maire est un bon ministre de l'économie ? Sans faux fuyant. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je crois que c'est important qu'il ait le poids politique qu'il a effectivement à ce poste-là. Qu'il ait une adhésion a priori assez facile à l'essentiel du programme économique d'Emmanuel Macron, et notamment sur le plan fiscal et la revisite de la fiscalité du capital qui était un point important. Et là, il n'y avait pas forcément énormément de monde pour réussir à tenir ce cap-là au moment où ça a un petit peu tangué quand même sur la suppression de l'ISF. Voilà. Après, il faudra voir dans le temps dans quelle mesure il s'accommode effectivement de cette position de premier violon économique d'Emmanuel Macron, mais que premier violon. Alexandre Devecchio, vous pensez qu'il s'accommodera toujours d'être le premier violon et seulement le premier violon d'Emmanuel Macron? Je vous ai tendu. C'est un mot compliqué. De ce que j'entends, il a des ambitions de Premier ministre, justement, puisqu'il constate qu'il y a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, peu de poids lourds, peu de gens qui communiquent finalement dans ce gouvernement. Il s'y verrait bien, d'autant plus qu'Édouard Philippe est un peu transparent. Après, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait envie qu'on lui fasse de l'ombre. Daniel Bilalian. Oui, moi je reviens sur la phrase. Je suis toujours étonné d'entendre des hommes politiques, alors qu'ils sont à peine là depuis 5 ou 6 mois, nous dire « ça c'est pas tout de suite, c'est dans 10 ans ». Franchement, le français moyen qui écoute ça,
c'est exactement comme le politiquement correct. Comment voulez-vous que j'accorde mon attention à M. Le Maire qui me dit, attendez, là, mais dans 10 ans, ça... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui, dans leur phraséologie, il y a quelque chose qui me heurte profondément. Qui me heurte, qui le pensent, mais les gens attendent quelque chose, les Français, ils attendent justement, quelque chose. Là, vous me parlez de la forme, et sur le fond, est-ce que vous estimez que son action politique est adéquate et efficace ? C'est un ambitieux. Il a dit l'autre jour, j'ai moi-même déjà été victime d'un accident grave, c'était lors de la primaire des Républicains. Il a pris ce jour-là une défaite qui l'a marqué, et je pense qu'effectivement, il a une ambition de présidence de la République, ça doute pas, ou même voire de Premier ministre. Alors, on me dit qu'Édouard Philippe est déjà transparent. Bon, attendons un peu, je veux dire. Moi, le propos, c'est comment est-ce qu'on peut, face aux Français, leur dire « Attendez, c'est pas maintenant ». Si, c'est maintenant. Nous, on les a élus pour maintenant. On ne les a pas élus pour dans 10 ans. Alors, à propos du remaniement, nous avons un internaute prénommé Hugo qui nous dit « Macron va attendre l'élection du président des Républicains pour remanier. Et là, si Maël de Calan a réalisé un bon score, il le fera rentrer au gouvernement. » Vous pensez que c'est possible, Frédéric Dabi ? Ça se tient sur le papier, puisque ça serait en continuité avec Édouard Philippe, qui s'est présenté, je n'oublierai jamais, lors de sa transmission, lors de le passage de témoin avec Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, je suis un homme de gauche, il s'est présenté comme un homme de droite. Les sympathisants de droite sont extrêmement satisfaits de la politique de transformation économique et sociale menée. Ça serait poursuivre cette chose, cette stratégie visant à casser la droite. Est-ce qu'il a besoin de prendre d'autres personnalités, alors que c'est vrai qu'il y a le sentiment d'un déséquilibre entre et gauche et droite qui va un petit peu plus sur la droite, mais il faut bien voir que dans les enquêtes d'opinion, si je mets de côté les sympathisants de la France Insoumise qui sont en critique depuis le début, chez les sympathisants socialistes, faute de réceptacle au sentiment d'une politique menée qui n'est pas très juste, etc., tiennent encore. On a toujours plutôt un socle. Le socle électoral d'Emmanuel Macron de la présidentielle tient et s'est même élargi. Il n'a pas perdu vraiment à gauche, mais il s'est élargi à droite. Oui, ça serait une sorte de continuité maintenant. Est-ce qu'il a besoin d'un remaniement si vite ? Parce que, comme je le disais, on n'a pas l'impression que la machine gouvernementale a des ratés comme elle en avait il y a 5 ans, il y a 10 ans aussi. Il y avait énormément de couacs parce qu'il y avait des poids lourds dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est une question qui se pose. Il n'y a plus de pensée politique. Le Paris Saint-Germain ne veut pas de moi, je passe à l'OM. C'est à peu près ça. Ou à Monaco. Petit jeu pour terminer. Quel est selon vous le meilleur ministre en exercice actuellement, Daniel Bilalian ? Je pense que c'est M. Le Maire. Alexandre ? Moi, je pense que c'est Jean-Michel Blanquer, sur le fond. Sur le fond, oui. Sur le fond, c'est Jean-Michel Blanquer. Frédéric Dabi ? Dans les enquêtes d'opinion, c'est Nicolas Hulot, mais c'est plus de la popularité que de la crédibilité. À droite, c'est très clairement un effet Blanquer qui est assez impressionnant. Bertil Bayard ? Meilleur ministre en exercice actuellement pour vous ? Je serai assez d'avis sur Jean-Michel Blanquer aussi. Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup pour ce débat. Nous allons passer au second débat. Faut-il sauver Angela Merkel après la victoire très relative de la CDU aux législatives de septembre ? La chancelière tente de composer une alliance avec les libéraux et avec les écologistes, les socialistes ayant fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas à nouveau participer à cette coalition. Or, il semble que cette coalition, baptisée Jamaïque, est plus que du plomb dans l'aile, comme le reconnaissait hier à la fois la chancelière et présidente de la CDU, Angela Merkel, et le patron des libéraux, Christian Lindner. On les écoute tout de suite. Ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird. Es hat sich gezeigt, dass die 4 Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Alors cet échec nous plonge dans une panique totale. Et si l'Europe existait demain sans Merkel, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? Est-ce inquiétant ou est-ce peut-être rassurant ? Bertie, vous qui suivez de près les questions économiques, et Dieu sait s'il y en a entre la France et l'Allemagne, comment envisagez-vous cette perspective ? Pour le moment, je ne l'envisage pas. Le pire. Je ne dis pas que ce soit le pire, mais en tout cas, je n'enterrerai pas trop vite politiquement Angela Merkel. La situation qu'elle traverse là est effectivement compliquée. Je demande à voir ce qui se passera dans les jours et dans les semaines qui viennent et la capacité qu'elle aura ou non à mener d'autres pour parler de coalition. Parce qu'on n'est quand même pas tout à fait au bout de l'histoire. Là, on voit bien qu'il y a une pression sur les libéraux qui est en train de s'exercer de façon très forte. On a une pression aussi qui est en train de monter sur le SPD, son ancien partenaire de coalition. Qui pourrait revenir dans le jeu Qui pourrait revenir dans le jeu. Martin Schulz, qui a mené le SPD pendant les législatives, est très hostile à cette possibilité.
mais son prédécesseur qui depuis est devenu président de la République allemande et qui a aujourd'hui une fonction un peu d'autorité morale, Steinmeier, a plutôt poussé dans ce sens. Il ne veut pas entendre parler d'une nouvelle élection parce qu'il a très peur que l'extrême droite... Et voilà, effectivement, il y a un élément nouveau qui est arrivé dans le jeu aux dernières élections, qui est l'arrivée de l'AfD et de l'extrême droite au Parlement allemand, qui met effectivement tous les acteurs sous pression pour éventuellement essayer de trouver une nouvelle coalition. Et on connaît le talent tactique d'Angela Merkel. Je ne dis pas que Angela Merkel qui vient d'annoncer que s'il y avait des élections anticipées, elle serait à nouveau candidate. Donc ça rebat les cartes quand même aussi. Ça veut dire qu'elle est prête à retourner devant les électeurs, qu'elle croit en son étoile. Oui, toujours. elle est quand même sur une logique moi ou le chaos. C'est vrai qu'il y a, je pense, une inquiétude très forte en Allemagne. Tout ce qui se passe peut réactiver un imaginaire mortifère pour les Allemands qui n'ont pas connu depuis la construction de la RFA, à savoir une instabilité politique forte. Un des derniers gouvernements de la République de Weimar jusqu'à la victoire du parti nazi, c'est des gouvernements qui restent très peu de temps et une impossibilité de construire des majorités. C'est vrai que ça peut beaucoup inquiéter et c'est vrai qu'elle peut se poser comme le garant d'une certaine unité politique en Allemagne. C'est vrai qu'on est sur quelque chose, je crois, d'inédit, cette difficulté à former le gouvernement, mais c'est la première fois qu'il n'y a pas 2 partenaires, mais 3, voire 4. Donc c'est ce qui explique aussi ces difficultés entre des partis extrêmement différents, entre les Verts et le FDP. Il y a quand même très très peu de choses à voir. Mais elle a répondu à Steinmeier justement cet après-midi en disant je préfère des élections anticipées à un gouvernement minoritaire. Je ne veux pas entendre... Et les gouvernements minoritaires, comme vous l'avez dit, qui étaient à l'époque de Weimar et qui ont été un petit peu à la source de... En l'occurrence, avec le SPD, on serait dans un gouvernement majoritaire. Oui, mais le SPD lui-même n'a pas très envie, je crois, en tout cas, n'est pas très uni sur ce sujet. Alexandre Devecchio, est-ce que Angela Merkel paye quand même ses déclarations sur les réfugiés il y a quelques années? Parce que un des thèmes centraux de la rupture avec les libéraux, c'est ça. Les libéraux disent on ne veut pas aller au-delà de 200 000 réfugiés par an et pas de regroupement familial, alors que les écologistes le réclament, et que finalement, cette parole qu'elle a prononcée il y a quelques années pour dire il faut accueillir, eh bien, elle est en train de le payer très cher, politiquement. Oui, et je pense qu'elle a d'ailleurs fabriqué l'AFP, qui est le parti populiste. L'AFD, qui est le parti. On n'y arrive plus le avec parti populiste allemand. Le parti des médias, l'AFP, mais l'AFD et donc le parti populiste allemand. D'une certaine manière, elle l'a fabriqué avec cette question d'ouvrir les vannes de l'immigration. Ce qui est intéressant, c'est le bouleversement politique partout en Europe et même en Occident. On voit les coups de semonce les uns après les autres. Trump, le Brexit, Theresa May, Macron est également une surprise. Donc on voit les clivages traditionnels exploser peu à peu. On disait que l'Allemagne était le dernier pôle de stabilité. On voit là que c'est pas vraiment le cas et que souvent ça se fracture sur les questions effectivement identitaires et donc les questions liées à l'immigration. Daniel Bilalian, vous avez le sentiment qu'on a quand même toujours besoin d'Angela Merkel comme pôle de stabilité en Europe et que son départ éventuel du gouvernement allemand je pense une crise sans précédent. Je pense que depuis plusieurs années, c'est quand même elle qui tient sur ses épaules l'Europe telle qu'elle est. Je pense malgré tout que les divergences entre les différents partis politiques aujourd'hui ne vont pas faciliter un gouvernement tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Parce qu'on parle du problème posé, le problème majeur de Merkel, c'est effectivement son problème avec l'immigration. C'est ce qui a provoqué la situation actuelle principalement et l'émergence de l'extrême droite. Mais il y a aussi les problèmes des énergies fossiles. Par exemple, avec les écologistes, le charbon, l'Allemagne a réduit la construction de centrales nucléaires. Elle a même terminé la construction de centrales nucléaires. Deuxièmement, il y a des problèmes fiscaux aussi, dont on parle beaucoup moins, qui se posent, notamment. Et les libéraux veulent faire baisser encore plus les impôts. Et certains considèrent que l'Allemagne de l'Est, enfin l'ancienne Allemagne de l'Est, est encore relativement maltraitée. Je pense que il y a le sujet aussi de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Voilà, ça va quand même être très difficile. Je veux dire, imaginez qu'en France, on veuille fournir un gouvernement avec Benoît Hamon, la garde de l'UDI et les centristes ou Laurent Wauquiez. C'est pas joué d'avance, c'est pas joué d'avance. Mais il y a une tradition allemande de coalition, ça c'est déjà fait. C'est intéressant de voir, je partage complètement ce que vous venez de dire. Ce qui se passe en Allemagne montre aussi par relief la solidité de nos institutions. C'est vrai que quand on regarde le premier tour de l'élection présidentielle, c'est 4 forces à autour de 20-24%. François Fillon, dont il a été question ce week-end, qui échoue à 400 000 voix, et ça n'a pas empêché un second tour très large
et puis une confirmation par les élections législatives. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais en termes de capacité de nos institutions gaullistes à dégager des majorités claires, c'est un vrai contraste par rapport à l'Allemagne. La seule chose qui me rend optimiste, moi, c'est que les Allemands sont protestants. Pas tous. Pas tous. Non, en Bavière, justement, la CSU, ils ne sont pas très protestants. Donc, il y a toujours possibilité d'arrondir les angles. Ça n'est pas un pays catholique comme le nôtre. Ouais, est-ce que vous avez l'impression, Bertie Bayard, certains journaux disent qu'elle a été trop longtemps sur le pont, Angela Merkel, et que du coup, les sous-officiers ont pris le pouvoir pendant qu'elle était sur le pont, ils en ont profité pour faire des petites manœuvres. Vous avez l'impression qu'elle s'est isolée de son propre parti, de sa propre base, pas seulement sur le thème de l'immigration, mais en général? On a le sentiment que pour le coup, son parti, elle le tient plutôt pas mal. Et après 12 ans de pouvoir, il y a quand même une résilience qui est assez forte et que pas mal de nos hommes politiques pourraient lui envier. Voilà. Après, la difficulté, elle est effectivement vis-à-vis de l'opinion avec ce petit revers qu'elle a eu aux élections législatives. Mais bon, malgré tout, c'est quand même la CDU qui est sortie en tête de ces législatives après à nouveau 12 ans de pouvoir. C'est quand même pas négligeable. Donc elle tient quand même plutôt bien les choses. Après sa difficulté à faire des coalitions, je reviens sur la première question que vous me posiez. Effectivement, je pense que c'est un problème pour l'Europe et c'est d'autant plus un problème pour l'Europe qu'on a cette instabilité nouvelle en Allemagne qui intervient, comme le disait Alexandre, à un moment où on a aussi la Grande-Bretagne qui est profondément déstabilisée par le Brexit, où l'Espagne est profondément déstabilisée par la crise catalane. Voilà, ça fait quand même une addition de crises européennes qui ont des motifs différents. Et qu'en Europe de l'Est, les mouvements populistes, quand même, sont en train de prendre le pouvoir. Voilà. Mais si on se concentre sur l'Europe de l'Ouest et sur les principaux piliers de la construction européenne et qui mènent un petit peu quand même la marche des affaires européennes, là, effectivement, il y a des inquiétudes à avoir. Alors justement, la question du jour aussi posée aux internautes du Figaro portait sur Angela Merkel, si on peut la voir. Souhaitez-vous qu'Angela Merkel se maintienne au pouvoir en Allemagne ? Et alors les Français, alors ce n'est pas un sondage, Frédéric Dabi, je vous entends déjà, c'est juste la question du jour du Figaro, c'est une consultation exactement. Il y a eu un sondage d'ailleurs en Allemagne qui est intéressant, mais un vrai sondage, comme les vôtres, qui disait que 60% des Allemands estimaient que s'il y avait un échec des négociations, il fallait qu'elle quitte le pouvoir. Donc on n'a pas tout à fait le même avis. Mais peut-être que les Français, on trouve chez Merkel quelque chose de rassurant. C'est ça l'idée à votre avis ? Alors oui, sans doute, même si dans toutes Mouti, les enquêtes, Mouti, on l'appelle pas Mouti, je pense. Pas en nous. Allemagne, mais elle a une très bonne cote de popularité auprès de l'ensemble des Français, même si l'IFOP fait régulièrement des enquêtes pour l'ambassade d'Allemagne. Et le sentiment d'un couple franco-allemand déséquilibré, c'est d'année en année renforcé, et notamment pendant la période 2012-2017. Donc, peut-être qu'il y a aussi une dimension d'opportunité, avec ce qui vient d'être rappelé sur les crises que connaissent les autres pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité historique pour la France et Emmanuel Macron? On l'a vu sur les travailleurs détachés, même si l'accord est beaucoup moins glorieux que ce qu'il paraît, de prendre le lead et de faire revenir cette vision hugolienne qu'ont beaucoup de Français de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe, c'est la France en grand. On n'en est pas là, mais il y a peut-être une opportunité. Mais je pense que fondamentalement, paradoxalement, les Français ont peut-être envie qu'Angela Merkel reste, parce que ça reste un point d'appui, alors que nous avons connu sous François Hollande une période, comment dire, agitée, délicate. Alors sans transition, je dis bien sans transition, nous passons de l'Allemagne à Marine Le Pen avec cette proposition assez peut-être curieuse, peut-être provocatrice, vous nous le direz tout à l'heure, formulée ce week-end à l'endroit de Laurent Wauquiez. Je vous propose de la réécouter, c'était au grand jury RTL ce week-end, ce dimanche. Quand j'entends le discours de M. Wauquiez aujourd'hui, je me dis mais après tout, s'il est sincère, je parle sous votre contrôle, s'il est sincère compte tenu des propos qu'il tient, mais il devrait aller jusqu'à proposer une alliance. Et vous diriez quoi, politique. Vous mais quand on tient des propos comme il les tient, il faut qu'il aille au bout de cette logique. Ou alors, il démontre qu'en réalité, ces propos ne sont pas sincères, que ce sont des propos d'estrade. Alors c'est peut-être une provocation, mais Frédéric Dabi, est-ce que Marine Le Pen n'a pas mis ce week-end des mots sur une réalité dont les Français sont plutôt conscients, c'est-à-dire qu'il y a une proximité idéologique entre les électorats Front National et l'électorat républicain? Déjà, pas sur tous les sujets. Sur les questions économiques, il y a des vraies différences sur l'Europe, mais par contre, c'est vrai, sur les questions identité, insécurité, immigration, on avait parlé à l'IFOP avec mon ami Jérôme Fourquet d'électorats en fusion. Maintenant, les propos de Marine Le Pen sont clairement sidérants, parce qu'ils sont en rupture totale avec ce qu'elle disait il y a à peine 15 jours. Ce qu'a toujours dit, par exemple, Jean-Marie Le Pen face à Nicolas Sarkozy. Que dit le Front National lorsque
un homme politique ou une femme politique de droite veut venir braconner pour récupérer des électeurs de droite, passer au FN ou comme Nicolas Sarkozy en 2007, faire revenir à droite les électeurs de Jean-Marie Le Pen 2002, le FN dit ce n'est pas il vous trompe, ce qu'il vous dit il ne le fera pas, et quand il sera au pouvoir, et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen il y a à peine 15 jours, 3 semaines, il fera une politique européiste de centre-gauche. Donc, est-ce que ce n'est pas le signe aussi d'une Marine Le Pen aux abois, qui prend énormément la parole dans les médias alors qu'elle n'a rien à dire? Je vous rappelle qu'elle a annoncé une consultation des adhérents frontistes pour février-mars. Elle est peut-être sur... c'est un signe supplémentaire de la crise peut-être personnelle et de la crise que connaît ce parti, parce que cette main tendue, ça veut dire quoi? Alors c'est un piège peut-être un petit peu trop visible, elle ne sera bien sûr pas relevée par Laurent Wauquiez, qui l'a bien dit lui, il veut parler aux électeurs du Front National, mais elle fait un virage à 180 degrés entre ce discours de tromperie, on se moque de vous, et elle propose une alliance. Donc c'est quand même des propos assez surprenants. Daniel Bilalian, vous croyez que ça c'est une des conséquences du départ de Florent Philippot, de se permettre de ce genre de proposition? Je crois que rien qu'à la voir s'exprimer comme ça, on ne juge pas les gens aux apparences, mais elles sont rarement trompeuses. On sent qu'elle est perdue, elle cherche quelque chose, elle cherche à s'appuyer sur une idée qui la fera mettre en valeur, etc. Moi, je ne pense pas une seule seconde que, d'abord, je ne pense pas que Laurent Wauquiez va lui répondre. Vous pensez qu'il devrait ou pas? Non, je pense qu'il ne devrait pas. Il a fait deux choses très intelligentes ces derniers temps. C'est qu'il n'a pas accepté un débat télévisé que lui proposaient ses concurrents. Ça, il a très très bien fait, parce qu'il aurait fait comme la dernière fois aux primaires. Certains ont confondu une élection primaire et une élection générale. Il a très bien joué, il joue très bien. Et effectivement, il s'adresse aux électeurs égarés qui ont voté Front National sur les problèmes identitaires, sur lesquels effectivement la droite et le Front National sont parfois assez proches, mais ça va bien au-delà d'ailleurs, parce que le problème identitaire, il touche tous les Français. Même aujourd'hui, les partisans d'Emmanuel Macron lui réclament un discours un peu plus sérieux sur le problème de l'immigration. C'est un problème qui concerne tous les Français. Je pense que Laurent Wauquiez ne se laissera pas tenter. Il a joué très intelligemment jusqu'à présent, et pour l'instant, la voie royale lui est ouverte. Alexandre Devecchio, vous qui avez enquêté dans votre livre « Les nouveaux enfants du siècle » sur les jeunesses de France, toutes les jeunesses de France, vous avez senti cette porosité idéologique entre d'éventuels électeurs du Front National et des électeurs de la droite classique? Oui, dans la jeunesse, elle est totale. C'est d'ailleurs amusant quand on va à Sciences Po, on a il n'y a plus du tout de diabolisation entre un souverainiste de gauche et le Front National. On voit bien que même des mélenchonistes discutaient avec le Front National. Il y a quelqu'un qui est très apprécié dans la jeunesse qui incarne cette fusion des droites, c'est Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est une certitude, les électeurs de demain se positionneront pas par rapport au clivage droite-gauche traditionnel. C'est une génération. La première élection qu'elle a vue, c'est l'élection, le référendum sur le traité européen en 2005. Et on parlait des questions identitaires. La même année, il y a eu les émeutes de banlieue. Quand je les interrogeais, c'est les deux événements qui ressortaient et qui ont structuré leur imaginaire politique. L'Europe d'un côté et les questions d'identité de l'autre. Et je crois que le clivage du futur va vraiment se faire sur le rapport à la mondialisation. Macron incarne parfaitement l'électorat des grandes métropoles, ouvert à la mondialisation, celui qui va bien. Et je crois que celui qui parviendra à être son adversaire politique, ce sera celui qui parviendra à rassembler la France périphérique, celle qui souffre de l'insécurité physique, culturelle, et aussi économique. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à une forme de protectionnisme intégral de la part du candidat qui voudra être l'adversaire d'Emmanuel Macron. Mais pour autant, est-ce que Laurent Wauquiez doit répondre à Marine Le Pen d'une manière ou d'une autre, quitte à lui envoyer une fin de non-recevoir, mais est-ce qu'il doit lui répondre? Est-ce qu'il doit entrer dans ce jeu-là? Ne pas le faire, est-ce que c'est pas prendre un risque aussi de mépris qui peut être mal interprété? Je pense qu'il a tout intérêt, moi, à ne pas le faire, puisque s'il surjoue
l'opposition à Marine Le Pen en fixant une ligne rouge totale, il risque de perdre une partie justement de cet électorat populaire qui hésite à le rejoindre parce qu'il y a un soupçon d'insincérité. Et c'est là où je pense que Marine Le Pen n'a pas fait ça par hasard. Elle a voulu justement le faire apparaître comme un faux dur. C'est la question aujourd'hui qui se pose pour cet électorat-là, et ça va être toute la difficulté de Laurent Wauquiez. Moi, je trouve qu'il fait une campagne très Sarkozy 2007. Or, on a vu que Sarkozy en 2007 a réussi à mettre, peut-être aussi. Oui, à mettre le Front National à 10%, mais ensuite, face à l'exercice du pouvoir, c'est aussi l'homme du traité de Lisbonne, le Front National est revenu plus fort que jamais. Donc, on ne refera pas le coup deux fois à cet électorat-là, et Laurent Wauquiez, à mon avis, va devoir être extrêmement cohérent pour convaincre cet électorat-là de revenir vers la droite. Bertille Bayard, vous avez le sentiment que vraiment ce qui différencie aujourd'hui les Républicains et le Front National, sont seulement les questions économiques? Le reste, c'est très poreux? Ça se passe beaucoup sur les sujets économiques et effectivement un certain rapport à l'économie et à la mondialisation. Enfin, je conçois qu'on ait plus de porosité à la limite dans la jeunesse entre parfois l'extrême gauche et l'extrême droite, qu'effectivement on peut se rejoindre sur des envies de protectionnisme par rapport à un cœur historique de droite libérale, droite centriste et même un petit peu plus que ça. Donc là, effectivement, on a des divisions qui sont, enfin des lignes de fracture qui sont un petit peu plus compliquées que ça. Oh. Mais ouais. Allez-y. Je vous en prie. Enfin, je trouve qu'effectivement, Marine Le Pen tend un piège un petit peu quand même à Laurent Wauquiez, parce qu'effectivement, elle le ramène sur un sujet dont les Républicains arrivaient depuis, je pense, à peu près 48 heures à s'extraire. Là, elle revient là-dessus, elle les oblige de nouveau à débattre de cette question, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre l'alliance avec le Front National, et ça empêche le débat chez les Républicains d'aller au-delà de ça. Mais je ne vois pas le tort que ça ferait à Laurent Wauquiez de ne pas lui répondre. Au niveau où elle est actuellement, je pense que sans se montrer... comment dirais-je, indélicat à son égard, il n'a pas à lui répondre, Oui, non, mais il l'a déjà fait en disant je n'irai pas, je ne veux pas, etc. Et à chaque fois, on le ramène à ça. Et le seul fait qu'elle le fasse alimente, je veux dire, enfin, on remet un euro dans la machine. Le problème de son électorat, c'est quoi le problème de l'électorat de Laurent Wauquiez? C'est le problème des Français. Il y a un chercheur américain qui, dans votre journal, Le Figaro, il y a quelque temps, avait fait une étude en disant qu'il n'y a plus que deux catégories de gens dans le monde, les somewhere et les anywhere. Les somewhere, c'est moi, c'est-à-dire je ne suis pas contre le progrès, mais j'ai envie de travailler chez moi et appartenir à quelque chose, à un pays. Et les anywhere, c'est ceux qui, proches de Macron, travaillent dans les open space entre deux escales. Ceux-là, ils sont tout à fait en phase. C'est pas quand même l'ensemble de son électorat. Non, j'entends bien. Mais je pense que notre ami Wauquiez, là en l'occurrence, c'est au somewhere qu'il doit et c'est quand même la majorité encore, c'est encore la majorité des Français. Et à propos de somewhere, je vous propose d'écouter les adieux de François Fillon, ce week-end, qui justement était plutôt dans cette catégorie des gens qui se voulaient enraciner lorsqu'il a fait campagne et qui passait la main à Bruno Retailleau ce week-end, son mouvement Force républicaine. On ne comprend rien à la civilisation moderne, écrivait Georges Bernanos, si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. Eh bien, l'avertissement doit être entendu. Alors, il faut savoir prendre du recul, c'est ce que je fais, en redevenant un citoyen qui n'oublie rien, qui ne renie rien, mais surtout un citoyen qui aime son pays, et qui, du fond du cœur, vous dit merci. Vive la République, vive la France. Alors c'est très chic de citer Georges Bernanos, ça a dû vous faire plaisir, Alexandre Devecchio, vous donnez des regrets de le voir quitter la scène politique. Oui, je trouve qu'il a fait preuve peut-être de plus d'élégance qu'après le premier tour de la présidentielle où il s'est précipité pour appeler à voter Emmanuel Macron sans même quasiment un mot pour ses électeurs qu'il avait parfois soutenus contre vents et marées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que va devenir Force républicaine, son mouvement. Je pense que Bruno Retailleau n'a pas de volonté personnelle, quoi. Il ne s'imagine pas un destin national. Par contre, c'est un intellectuel en politique, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui n'est pas simplement dans la droite gestionnaire et économiste. Et je pense que Force républicaine peut devenir une sorte de think tank des Républicains, un aiguillon. Et Frédéric Dabi, vous avez noté que François Fillon ne soutient ni Florence Portelli, qui était une des fidèles parmi les fidèles et qui se présente contre Laurent Wauquiez, ni a fortiori Laurent Wauquiez.
Si tant est qu'il soutenait quelqu'un, ce serait un cadeau empoisonné, selon vous, pour un candidat de droite? Je pense que les Français sont passés à autre chose après la défaite de François Fillon, qui reste toujours très impopulaire. Il n'y a pas eu de relecture a posteriori, de bienveillance, de nostalgie dans les enquêtes. Il est toujours à un tiers de personnes qui ont une bonne opinion, 2 tiers de mauvaises. À droite, ce n'est pas formidable. Il aurait pu, c'est vrai, soutenir Laurent Wauquiez, qui a été son soutien il y a 5 ans. On est à 5 ans presque jour pour jour de la fameuse élection Copy-Fillon du 19 ou du 20 novembre 2012. Il aurait pu également, personne ne l'a oublié, y compris les journalistes, je pense, à faire le pied de grue jour et nuit devant le siège de l'UMP. Je reconnais qu'il essaye de l'oublier. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et puis Florence Portelli, qu'il a vraiment soutenu de manière extrêmement fidèle. En tout cas, la droite qu'a connue François Fillon et celle que l'on voit actuellement n'est plus du tout la même, avec les constructifs, avec cette implosion, avec le fait, on ne l'a pas dit, mais Laurent Wauquiez, dans la dernière enquête, il fait du sel pour match, perd une dizaine de points chez les sympathisants des Républicains, en gagne 15 chez les sympathisants du Front National. D'où aussi cette guerre sans doute à mort entre LR et le Front National. On est toujours, 6 mois après la présidentielle, dans un contexte de décomposition, recomposition, y compris à droite. Dernier thème, je voudrais qu'on revienne sur cette polémique tout sauf fumeuse qui a agité le week-end les internautes, les téléspectateurs, un peu tout le monde. Cette interpellation au Sénat par une élue de la Sarthe, Nadine Grelet-Certenay, qui a été reprise par Agnès Buzyn à propos de l'interdiction de la cigarette au cinéma. Je rejoins complètement ce qui a été dit par Madame la députée sur le cinéma français. Je veux qu'on ait une action ferme là-dessus. Je ne comprends pas aujourd'hui l'importance de la cigarette dans le cinéma français. Et donc, il se trouve que j'en ai parlé au Conseil des ministres ce matin à Madame Françoise Nyssen pour l'alerter. Et donc, il y aura des mesures en ce sens. Alors, nous a rejoint sur le plateau Jean-Baptiste Semerjian qui scrute avec sa grosse loupe écran, petits et grands, qui ont beaucoup réagi ce week-end. Les gens ont beaucoup réagi sur cette affaire, avec des choses parfois très sérieuses et parfois très drôles, à la fois sur Twitter, sur les réseaux sociaux, un peu partout, à propos de cette interdiction possible de la cigarette au cinéma. Oui, environ 1 millier de tweets dans le week-end sur ce sujet, effectivement. Beaucoup d'effervescence et de critiques, beaucoup de critiques sur ce sujet. Il faut savoir que ça date quand même de 2015. La ministre de la Santé de l'époque, Michèle Delaunay, en avait déjà un petit peu parlé. Et elle avait été beaucoup critiquée. J'avais un tweet de Fabien qui disait que... donc Michel Delaunay disait « Il est indispensable que la loi E20 soit appliquée sur les films français ». Et ce Fabien disait une vision bien particulière de ce qui est là. Et donc il y avait une critique continuelle et des milliers de tweets à l'époque. Et ça continue. Mais bon, il faut savoir qu'à l'époque, dans 80% des films français, il y avait la présence de tabac. Et maintenant, cette année, enfin plutôt dans les derniers films, c'est 70%. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de baisse. Effectivement, il y a une sorte de progression. Bon, après, on peut dire qu'en 2010, le film sur Serge Gainsbourg était sorti. Il y avait 49 minutes de cigarettes à l'intérieur sur 2 heures de film. En même temps, en 2015, finissaient les 7 saisons de la série Mad Men, où il y avait 941 cigarettes qui avaient été fumées. Et je ne vous parle même pas de tout le whisky qui a été bu. Donc, voilà, il y a une tension effective entre le milieu de l'art et cette obligation ou non de cigarettes. Je vous avais parlé tout à l'heure des 70%, donc j'ai trouvé quelques tweets rigolos en tout cas, qui dénoncent. Xavier Beauvois, lui, propose, exactement, et acteur, propose l'Oscar de la connerie pour la ministre, avec un savant montage, vous pouvez le voir, une cigarette et un Oscar. Un César. Un César, pardon, peut-être l'Oscar un jour. Ça doit être l'Oscar d'ailleurs, 2011. Oui, sauf s'il en achète sur l'Amazon, ce qui n'est pas certain. L'écrivain et journaliste Christophe Onodibio, lui, s'inquiète sur la liberté de création des écrivains. Est-ce qu'une bouteille, est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'alcool ou pas? C'est ça aussi une critique qui revient. Et lui-même est concerné, puisqu'il y a une adaptation de son roman Plongée qui sort dans quelques jours. Donc, il doit y avoir de la cigarette dedans. Il y a des chances. Et de l'alcool. Donc voilà, lui, il est plutôt sur cette critique-là. Et c'est vrai que c'est une critique qui revient dans beaucoup de tweets, qui est là, effectivement, on parle du tabac, mais ça va être, pourquoi pas, on va arrêter les assassinats dans les films, etc. etc. J'avais enfin une dernière explication de Francine Giron. Francine Giron sort un visuel assez rigolo avec 2 unes de Lucky Luke. Une avec un Lucky Luke qui donne une fessée à un petit garçon, naturellement, il fume une cigarette. Là, oui. Donc là, oui, c'est très syncrétique. C'est-à-dire on a deux sujets de conversation actuels et il ne reste plus que les bottes. Parce que, bon, voilà, on n'a plus le reste, ni de fessée, ni de fumée. Selon elle, la censure est vive et on ne peut plus faire grand-chose. Oui. Mais elle ajoute une censure dangereuse selon elle, même si ça part d'un bon sentiment, car il y a quand même une sensibilisation à faire sur la cigarette. Imaginez si en plus Lucky Luke buvait, alors là, c'est terminé. Il va le faire en backstage. Il arrête de fumer au fur et à mesure de... Oui, maintenant, il a un grain... Voilà. Un
brin d'herbe, je crois. Un brin d'herbe ou de paille. De paille. Daniel Bilalian, à votre avis, mettre le paquet de cigarettes à 10 €, qui est quand même au début le projet engagé par le gouvernement, d'où cette discussion au Sénat, c'est pas suffisant pour arrêter le tabac? Il faut en arriver à ce genre de... Je pense que l'augmentation est un élément suffisant. Je veux dire, ce que j'entends là, c'est quelque chose de grotesque, parce que si on se rapporte au cinéma ou même à la vie qui a été la nôtre, alors on n'aura plus le droit de voir Winston Churchill, on n'aura plus le droit de voir Charles de Gaulle jusque dans les années 50 qui Pompidou, fumait. Pompidou, il faisait, moi j'étais jeune journaliste, les rapports du Conseil des ministres, il faisait clope au bec. Il comme ça. Non, il y a quelque chose. Moi, je ne sais pas. On veut nous mettre en face de nous une vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas réelle. Vous savez, ça me fait penser aussi aux enfants aujourd'hui. On leur apprend à faire du vélo. Ils ont des coudes, des genouillères, des casques. On en fait des momies. Et par ailleurs, on vit dans une société d'une violence inouïe. On est en pleine lutte contre le terrorisme. Et quand j'entends dire qu'il faut abandonner la cigarette au cinéma, c'est dramatique. Moi, je considère que la cigarette, et c'est quelque chose de mauvais, fumer. Mais regardez, jusqu'à il y a 10 ans, avant que ce soit interdit, pour un monsieur qui travaillait comme maçon ou plâtrier sur un chantier, le midi, entre midi et 2 heures, il venait dans un café bien au chaud, boire son café, fumer sa cigarette. Aujourd'hui, il est sous l'abribus par moins 15. Ok, voilà. C'est très orwellien, on s'occupe de lui contre son gré. Oui, Alexandre Devecchio, c'est très orwellien comme initiative. Tout à fait orwellien, les systèmes totalitaires, trafiquer les photos, changer les images. Donc il y a un peu de ça, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Peut-être demain, on va limiter la vitesse dans Fast and Furious, interdire le sexe pour incitation au harcèlement ou à la débauche. Donc arrêtons de vivre si ça continue, parce que la vie tue. Donc voilà, je crois que ça cache effectivement, alors il y a une possible dérive totalitaire, ça cache aussi la grande impuissance des politiques qui n'arrivent pas à régler les réels problèmes des gens et qui finalement se concentrent sur des choses comme ça, anecdotiques. Donc j'ai envie de dire comme Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Mais Bertil Bayard, c'est quand même 80 000 morts par an du tabac, donc il faut quand même prendre des décisions. Vous pensez que le gouvernement est dans son rôle quand il lance comme ça des sondes, des initiatives de ce type? Cette piste-là, clairement, elle est pas bonne. Voilà. Ça, c'est dit. Qu'il y a une politique très déterminée de lutte contre le tabagisme, ça c'est clair. L'augmentation violente des prix du prix de la cigarette, c'est à ce stade la meilleure façon qu'on ait trouvé d'empêcher les gens de fumer, et je suis bien placée pour le savoir. Donc ça, effectivement, il faut le faire. Sur le cinéma, évidemment, ça n'a pas de sens, dans le sens où, le cinéma peut être un reflet de la réalité, la cigarette fait partie de cette réalité. 2, il y a la liberté de création. Il y a juste un petit point quand même sur lequel je serais curieuse d'avoir une réponse, je ne l'ai pas, c'est de savoir dans quelle mesure il y a des politiques de la part des fabricants de tabac de placement produit. Où là, il pourrait y avoir éventuellement. Là, on peut avoir une action publique pour l'empêcher, de la même façon qu'on empêche la publicité, etc. Le placement produit est une forme de marketing via le cinéma. Et contribue, le cas échéant, à cette image qu'on associe au tabac, à la cigarette, qui peut avoir de l'influence sur les jeunes, cette image de liberté, d'émancipation, etc. Et c'est vrai que sans nuire à la liberté de création, c'est une question qu'il faut se poser. Je ne dis pas qu'elle appelle à une politique publique, évidemment, d'interdiction de la cigarette dans les films, mais se poser la question de savoir, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, pourquoi est-ce que la cigarette continue à véhiculer cette image-là, c'est un sujet. Le placement de produits, c'est une réalité. Dans les années 60, on disait que le whisky avait été largement importé en France grâce au film d'Eddie Constantine. Frédéric Dabi, un dernier mot, je crois que c'est vous qui êtes le plus remonté sur cette idée. Oui, enfin, moi je souscris à tout ce qui a été dit. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les politiques publiques d'interdiction du tabac, par exemple dans les lieux publics en 2006-2008, ont été soutenues massivement par les Français, y compris par les fumeurs. Là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu dérisoire et on ne sait plus jusqu'où on va aller. Pourquoi pas forcer des acteurs à manger 5 fruits et légumes pendant les films? Pourquoi pas sur un court-métrage, ça peut être un peu difficile. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est extrêmement dérisoire. Ce qui n'empêche pas que la question des 80 000 morts est un vrai sujet. On se souvient qu'en 2002, Jacques Chirac avait lancé 3 grands sujets, 3 grandes campagnes. Et là, il y a eu des résultats réels et pas en se focalisant sur des moyens aussi dérisoires. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce point de vue très riche. Rendez-vous demain sur le Figaro Live, même jour, enfin pas même jour, mais même heure, même lieu, même punition. À demain.